Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de votre magazine Grande Dame. Comme vous le savez, c'est un programme hebdomadaire. Dans cette émission, nous recevons des femmes ayant des parcours exceptionnels. Aujourd'hui, nous recevons une femme, une grande dame, honorable Liliane Komba Maka. Elle est députée provinciale, élue de Kambove, présidente fondatrice de l'ONG ACD. Elle est épouse et mère des familles. Au-delà de tout ça, c'est une femme entrepreneur. Bref, allez-y comprendre que c'est vraiment une femme à plusieurs bras. Vous aurez certainement la chance de la découvrir tout au long de cette émission. Bienvenue à vous, très chers téléspectateurs, et merci d'être le nôtre ce soir. Bienvenue également à vous, honorable Liliane. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Qu'est-ce que vous préférez, honorable Liliane, madame Liliane ou maman Liliane? Maman Liliane, c'est plus amical. Commando. Maman Liliane et au-delà commando, ça m'enchante bien. Ça vous fait quoi d'entendre quand on vous appelle commando? Ça me donne de la vigueur, et du courage et de la persévérance, parce que ça me rappelle mes combats et puis ça me demande d'avancer. Donc vous vous retrouvez quand même dans cette appellation de commando. Moi-même, j'ai dit on m'appelle commando, je suis un commando. Ok, donc vous êtes déjà retrouvé. Et l'incarnation à la merveille. Alors, vous vous sentez quand même confortable? C'est votre première fois de passer dans cette émission. On peut quand même avoir vos impressions. Bon, c'est une joie, c'est pas tous les jours qu'on peut. Il y a une multitude de femmes, c'est pas dit que je suis plus meilleure, que je suis meilleure que les autres. Bon, si aujourd'hui j'ai l'opportunité de passer quand même dans cette émission, c'est quand même une opportunité, alors ça donne de la joie. Alors c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans Grande Dame. Nous sommes à une semaine de la rentrée parlementaire. Honorable Liliane, on espère que vous avez déjà eu à consulter votre base. Oui, comme d'habitude, moi, en tout cas, à chaque vacances parlementaire, je me fais le devoir de descendre dans mon fief, comme le demande notre règlement intérieur à son article 113, qui exige que tout député, parce que les vacances parlementaires, c'est une partie, une composante aussi importante de l'état d'une ou d'un député, c'est d'aller séjourner et recueillir et percevoir et recevoir les problèmes et trouver des solutions ensemble avec nos populations pour les porter à l'hémicycle, pour les préoccupations qui demandent l'appui des autres députés ou la concrétisation des actions. Voilà. Donc vous avez été à Kambove, on peut dire ça. J'ai été à Kambove. Il faut que je signale ici que vous êtes élu de Kambove. Oui, je suis l'élu de Kambove. J'ai été à Kambove. Vous voyez que Kambove est vaste. Oui. C'est le deuxième territoire du Congo. Moi, j'ai fait, depuis que je suis dans l'hémicycle, depuis notre législature, j'alterne. Si cette fois-ci j'étais au nord, l'autre fois, comme cette fois-ci, j'étais plus dans le groupement Katanga, la vallée de la Nufira, un peu Mwadingusha. J'ai quand même été à la commune de Kambove. La fois passée, j'ai pris l'axe de Kilela. Je conçois avant de parachever, je dois arriver à Kidimulilo. Oui, Luambo et Mungushi était pour les vacances parlementaires de la session passée du mois de mars. Alors, là où il y a plus de problèmes, j'ai mimé aussi. Mais le fait d'être à un axe, cela ne m'empêche pas de résoudre les problèmes des autres contrées. C'est un peu ça. Alors, honorable Liliane, vous êtes là pour partager votre expérience. Vous êtes une femme politique, vous êtes entrepreneur. Nous sommes à 3 mois de la tenue des élections dans notre pays, la République démocratique du Congo, vous le savez. Et nous allons faire un petit recul. Je ne vais pas vous demander de nous parler de votre parcours politique, mais on va faire un petit recul. On va retourner un peu à Kambove. Nous sommes en 2018. Nous avons vu beaucoup de femmes qui ont déjà déposé leur candidature pour les élections de 2023. Alors, vous n'avez pas été la seule candidate. Il y a eu des hommes à Kambove, il y a eu aussi des femmes, mais vous avez été élue.
Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait ou vous avez dit pour arriver à convaincre toute cette population du Congo? En fait, oui, pour vous dire, moi je suis une activiste des droits de l'homme et en l'occurrence les femmes. En passant, peut-être vous n'aurez pas à poser cette question, même si il ne faut pas parler de mon parcours politique. Pour le moment, je suis fédérale du parti Action des Alliés pour le développement social. Je crois que je suis parmi où je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes qui ont su aligner les femmes comme je l'ai fait. Moi-même, même si j'ai renouvelé ma candidature, je viens avec 3 femmes et un homme. Et donc, sur l'ensemble du territoire de Cambo, pour notre regroupement 1/A, Action des Alliés, nous avons aligné vraiment parité et nous tenons à remercier, soit en passant le président de la République, le commandant suprême, d'avoir donné cette opportunité de femmes aux femmes, de dire que la liste qui contient plus les femmes, elle était gratuite et avec ça, nous avons pu faire cette action-là. C'est vrai, on ne devient pas député à mon humble avis parce qu'on a eu un langage, mais cela repose sur les actions. Comme le cas échéant, moi j'ai travaillé dans le développement à Likasi comme à Cambo, bref, pour le Haut-Katanga. J'ai eu à participer à des actions comme l'amendement sur la loi sur la torture, même si on n'a pas finalement promulgué ça, l'unique femme du Haut-Katanga. Je crois depuis 1998 jusqu'à ces jours, j'œuvre avec le monde rural. J'ai eu à accompagner autant d'actions, autant de projets et autant de femmes, de paysans sous le label agrobusiness. Moi, j'aimerais même dire que moi, je suis une femme entreprenante que plutôt entrepreneur, puisque j'ai accompagné autant de femmes dans l'éducation informelle à émerger. Et la lutte et la promotion de l'ère du roi, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis, parce que elles m'ont porté, ils m'ont porté. Je suis leur émanation. Vous savez que dans les rurales, en l'occurrence dans mon territoire, parce que je dois parler de mon territoire, il y a très peu de femmes qui s'engagent dans la politique. Et même pour les trouver, les natives de Cambo, il aurait fallu un exercice, heureusement. Et c'est dû à quoi selon vous? C'est dû pourquoi les femmes ne se lancent pas dans la politique? Oui, il y a d'abord le niveau d'instruction, parce que l'instruction appelle aussi une compétence à la vie, une compétition au leadership. Et au-delà de ça, bon, il faut éveiller le leadership. Il faut faire naître dans ces femmes, parce que on les laisse passives. Elles sont déjà dans la léthargie, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut créer les stimulus. Mais moi, j'ai fait un effort cette fois-ci. J'ai essayé de capitaliser la femme de Cambo et j'en ai trouvé qu'elles ont beaucoup de potentialités. Il y a aussi notre égocentrisme qui, pour la plupart du temps, nous voulons qu'elle nous accompagne, que plutôt d'être avec elle, qu'on puisse se soutenir. C'était ça que je vois, mais le niveau d'instruction reste quand même très fondamental. Parce que si aujourd'hui, au municipal, on a exigé le diplôme, il y a des femmes qui étaient enseignantes, mais qui ont fait 2 ans de l'école normale. Vous voyez la difficulté. Alors si ces femmes-là, même si elles sont de bonne foi, même si elles sont leaders, pour qu'elles accèdent, c'est un peu compliqué. On exige les diplômes, certes, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui passent par des formations. Aujourd'hui, nous avons plusieurs centres de formation et donc ces femmes-là peuvent aussi se former. Mais s'il faut exiger les diplômes, ne trouvez-vous pas que ça va poser un peu problème pour celles qui n'ont pas étudié? Oui, justement, cette discrimination, malheureusement, je ne suis qu'une députée provinciale. Les personnes qui ont amendé la loi électorale, cette fois-ci, et là, seraient même les personnes vivant avec handicap. Moi, à mon humble avis, j'ai pensé qu'on allait évoluer parce que la fois passée, l'article sur la parité disait qu'on aligne les hommes et les hommes, les femmes et les personnes vivant avec handicap. Vous avez
vu qu'on a capté les personnes vivant avec handicap. Mais on a dit que si la liste contient beaucoup de femmes, elles jouissent de la gratuité. Ça, c'était les souhaits du président de la République, comme je l'ai dit. Bon, si c'est le national qui donne les lois, nous on fait les édits. Et si là-bas, on n'a pas pris en compte, mais la CENI ne fait qu'exécuter. Ça, c'est une faille. On l'a fait pour les provinciales et les nationales. On a dit, si on n'a pas été avec un niveau universitaire, on pouvait avoir une attestation de services rendus de 5 ans dans la politique, dans l'économie et le social. Malheureusement, quand on est arrivé au municipal, là où on attend que les gens s'impliquent davantage, on a fait cette exigence. Et effectivement, il y a même les A2, ceux qui ont fait 4 ans les brevetés. Mais les enseignantes qui ont fait 2 ans de l'école normale, ça pose un problème. C'est pas un diplôme ou ceux qui ont les certificats, parce que vous savez, on peut être leader, mais on n'a pas un niveau d'instruction élevé. Alors là-bas, on les a encore éliminés. Mais cela ne va pas nous décourager, c'est une bataille. Moi, dans les actions sociales que j'ai faites, dans chaque contrée, j'essaie de faire de mon mieux pour mettre un centre pour les femmes. Parce qu'il y a moyen de faire de ces femmes des autodidactes. Je crois que ça sera une arme pour moi. C'est une proposition. Oui. Oui, et puis il faut que les femmes aussi puissent se mettre dans la marche. Parce que, comme Gandhi a dit, ce que tu fais sans moi, sans mon consentement, c'est contre moi. Il faut que la femme elle-même puisse capitaliser, qu'il essaie de se mettre dans la ligne de l'instruction et élever son niveau pour accéder à des postes de décision. Être candidate, ce n'est pas un cadeau. Gagner aussi, c'est le résultat d'un travail et d'une bataille assidue. Alors, vous avez dit, les femmes ne sont pas nombreuses dans la politique. On n'est pas assez représenté sur la scène politique. Mais vous qui êtes là, vous qui représentez le peuple au niveau de l'hémicycle, on vous reproche très souvent, je parle des femmes députées, on vous reproche d'être des taiseuses au niveau lors des séances plénières. Avez-vous une réaction contraire, honorable? Oui, j'ai une réaction contraire parce que moi, je ne pense pas qu'une femme qui a bravé, qui a su être devant une population, se taire dans l'hémicycle. Moi, je ne sortirai pas avec une conscience tranquille s'il se passe quelque chose qui touche à la population, qui touche aux femmes, aux enfants ou aux vulnérables sans parler. Moi, je parlerai toujours et je parle et je parlerai. Peut-être vous êtes peut-être un cas exceptionnel. Non, on est des tempéraments différents. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas peut-être le courage ou qui n'ont pas à se surpasser, mais c'est suite aussi à l'environnement. C'est pas aussi facile. Quand on est au perchoir, on n'a pas toujours les applaudissements. Il y a aussi des gens, parce que nous venons de différentes souches, de différentes sphères. Les hommes, ils font ce qu'ils font. Il arrive des fois qu'on peut grogner sur vous, on peut huer. Alors, vous savez, dans les chefs des femmes, pour la plupart du temps, une femme se sent aussi gênée quand on n'applaudit pas. Quand on a des paroles déplacées, méchantes, il y a d'autres aussi qui se réservent de braver ça. Donc c'est la peur qui fait qu'elles se taisent alors? Les jeunes aussi. Pour les personnes qui n'ont pas, mais aussi c'est un leadership féminin. Moi, je ne parlerai pas des autres. Moi, je parle de mon cas. Moi, avant, j'avais peur, j'ai tremblé. Quand j'ai parlé, quand j'étais étudiante, lors des exposés, j'ai senti que mes jambes tremblaient et j'avais pris l'opportunité de commencer à lire à l'église. Je sais qu'être à la cathédrale pour la première fois, ma marraine qui était une religieuse, à la fin de la messe, elle m'avait dit pourquoi je faisais bouger ma jambe et moi j'avais seulement rigolé. Et j'ai fait des plus belles et j'ai commencé à lire sans trembler, puis j'ai pris l'habitude. Une fois j'ai parlé j'ai osé. C'est le mot qui oui. Déjà et puis après ça vient comme ça. Le fait pour vous de postuler, vous avez osé. Oui. Et lorsque vous arrivez au niveau de l'Assemblée, il faut savoir que vous y êtes avec un objectif que vous devez atteindre.
Ce qu'il faut dire, quand on est à l'hémicycle, c'est la concrétisation de ce qu'on a fait par le passé. Et aussi, je vais vous dire, s'il y a un travail ardu et fastidieux, c'est être à l'hémicycle. L'hémicycle, pour parler, il faut d'abord être avec beaucoup de connaissances. Il faut avoir une bonne équipe. Il faut être travailleuse. Moi, il arrive 2 fois que je veille sur ma table de travail parce qu'il y a un problème qui me préoccupe. Il faut y trouver les voies et moyens. Alors, si vous n'avez pas avec ça, avec vous, bon, vous n'allez pas aller, vous n'allez pas oser. Il faut une connaissance élargie. Si on parle, par exemple, de la pollution des eaux et des airs, ou on parle de la spoliation des terres des paysans. Mais si vous ne connaissez pas les méandres des lois et des objectifs assignés dans notre pays, dans notre province, la cartographie, vous ne pénétrez pas. Vous allez faire des spéculations. Alors quand vous montez au perchoir, vous devez avoir des arguments et des instruments juridiques sur quoi vous reposez pour défendre ces personnes-là, pour réclamer leurs droits. Parce que quand, par exemple, un minier vous dit « Non, moi, le code du minier me donne le pouvoir, j'ai prédilection sur les sols et les sous-sols. » Il faut avoir à contrebalancer que dans le même code minier, dans les cahiers des charges, à son article 185, on parle des communautés locales. Et quand on parle des communautés locales, on parle aussi des avantages et des opportunités des communautés. Et vous voyez, là, vous êtes égal à égal. Même si le minier qui a spolié, il est devant vous. Et quand vous lui rappelez que vous savez combien coûte un bananier que vous avez détruit pour les paysans et tant d'autres, c'est qu'il y a, je vous dirais, mon ami, ma fille, c'est que dans l'hémicycle, il n'y a pas de femmes ou des hommes. Il y a des députés. Quand vous y entrez avec votre parité comme un fardeau, pensant que les hommes vont vous alléger, vont vous amadouer, vous trompez. Il faut aller dans la bataille, il faut être un commando. Là où même, on ne vous laisse pas le choix pour défendre votre population. On va vous brimer. Il faut aller au devant. Dites, moi mes idées sont là et je m'appuie sur ça. Et quand vous vous défendez comme ça, on va vous applaudir. Et aussi, il faut être avec la base de temps en temps. Vous avez été sur les terrains au moins à une semaine de la rentrée parlementaire. Au moins, on espère que vous aurez à dire parce que vous avez été sur les terrains. Ce qui n'est pas le cas avec les autres députés, malheureusement. Bon, vous savez, la bonne éducation des religieux que j'ai appris, on m'a dit, on ne parle pas des autres, on parle de soi-même. Non, mais on parle de manière générale. Bon, ça c'est votre constat, mais moi je ne peux pas me lancer dans ça. Moi je parle de moi. Je trouve que c'est un devoir sacré et un droit et une obligation de rendre compte à travers les rapports. Je dois produire les rapports et les défendre et avoir les aspirations des autres et faire ce va-et-vient entre l'Assemblée et la population. C'est sacré et c'est ça que nous recommandent tous les instruments juridiques à notre portée. Et alors, la personne qui manque à cet engagement est sanctionnée par la population. C'est les grands juges. Vous voyez, Baba de son vivant disait, il y a 3 juges dans ce monde. Le peuple, notre conscience et Dieu. Si Dieu ne vous interpelle pas par votre conscience, mais le peuple, les élections de 2006, aujourd'hui en 2018, ce n'est pas le cas. Si vous voyez que les gens s'astreignent. Donc vous voyez, par l'évaluation personnelle de la personne dit, moi je ne me représente pas. Donc il y a d'abord une auto-évaluation. Sinon, je n'ai pas accompli telle ou telle action. Ou dans cet environnement, je crois qu'il y a à améliorer. Maintenant, si vous vous astreignez, il faut avoir aussi un autre espace là où vous allez accompagner ou faire votre action. Parce que c'est une question de vocation aussi. Très bien. Moi, je ne dormirai pas sans donner une réponse à celui qui se plante devant moi. Hier, j'ai été à mon bureau de l'ONG. Un monsieur m'appelait beaucoup, il vient d'une contrée. J'ai dit, mais là-bas, il y a aussi des députés. Mais il m'a dit, maman, je vous ai suivi parce que vous avez donné des réponses dans tel cas et dans tel cas. J'ai dit, ok, ça va. Je suis en train de sortir, qu'on puisse prendre votre problème. Je vais y trouver une réponse. Voilà. Ça m'a encouragé à faire encore davantage. Très bien. Alors, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. On ne peut pas quand même
clore sans pour autant parler de cette ONG que vous avez créée il y a quelque temps. Il s'agit de l'ACE2. Alors, je ne sais pas comment se porte-t-elle. Elle existe. Elle se porte à merveille. J'ai laissé celle que j'ai commencée en 1994, savez-vous, c'était l'action communautaire pour l'enfance défavorisée. C'est né parce que j'ai revenu de l'école, de l'université. Une amie, Lina, elle n'est plus au pays, m'avait dit qu'une de ses tantes religieuses avait ramassé une jeune fille au bord de la rue. Non, c'est elle qui l'avait ramassée pour l'amener vers moi. Et ensemble, nous l'avions amenée vers sa tante qui était une religieuse infirmière à Sendé. Elle était violée par cette DSP en ce temps-là. Elle faisait des chancres. Et à la rue, elle faisait le bain de quelle manière? Avec de l'eau salée. Alors, en l'amenant à l'hôpital, on s'est moqué pas mal d'elle. Et c'est comme ça qu'un jour, je l'ai trouvée déjà partie. En la cherchant dans la rue, j'ai trouvé des cas similaires et j'ai pris le bâton pour commencer l'action communautaire pour l'enfance défavorisée. C'est depuis 1994. Et j'ai répondu à l'appel des enfants avec tous mes amis. Et c'était ça même l'objectif? Oui, d'accompagner, rester dans la rue et de la réinsérer dans la société via, il y avait les enfants qu'on a dû retourner dans leur famille, d'autres qu'on a rapatriés dans leur province d'origine et d'autres qu'on a aidé d'accompagner en étant dans la rue. C'est ça un peu la situation. Mais avec le temps et en travaillant avec l'ONG de ma grande sœur qui est le Sud-Ouest Développement, j'ai vu qu'il fallait l'élargir et faire de l'action pour l'enfance défavorisée, faire l'action communautaire pour l'économie et le développement, parce que j'ai remarqué que bien des familles qui amenaient les enfants dans la rue étaient dans l'éducation informelle, le commerce informel. En allant dans la rue, en ayant le bassin sur la tête, et en vendant dans les marchés pirates, exposer ces enfants à rester dans la rue. Et voilà. Alors, depuis 1994, nous sommes en 2023. Si on vous demandait de vous évaluer, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, il y a quand même bien d'actions. Nous avons produit des gens, parce que nous les avons accompagnés, qui sont des ingénieurs, il y a des médecins, il y a ceux qui ont émergé dans l'agriculture, dans les ONG, et nous sommes contents de les voir. Et nous avons aidé l'ONG Sud-Ouest Développement à avoir des projets qui sont arrivés même à mettre en place des centres d'éducation informelle, ce que vous pouvez appeler communément des écoles. Même dans l'éducation informelle, nous disons des centres. Il y a des gens qui ont eu leur patrimoine comme des champs, ils ont construit quand même des maisons acceptables parce que l'objectif était d'éviter que les familles vivent dans la promiscuité. Vous savez que la promiscuité nous amène les violences sexuelles sous le titre de l'inceste. Oui. Et alors, nous continuons. D'ailleurs, nous avons le projet à Kiba de faire un centre d'éducation informelle. Nous avions contacté un autre centre ici qui forme les monitrices en puériculture et maîtresses de la maternelle. Parce que, à mon humble avis, je pense qu'il faut former dans mon territoire ces gens-là qui vont aider les matrones à relever leur niveau. Parce que vous savez, nous n'avons pas beaucoup de personnel médical dans nos territoires, tout comme nous n'avons même pas beaucoup de prêtres. Alors que chaque année, on est en train de consacrer des prêtres. Là, nous sommes en train de faire les plaidoyers, mais il faudrait aussi que nous apprêtions les endroits décents pour recevoir. Mais par rapport à cette question-là, je voudrais faire ces deux options pour former bien les matrones. Elles ne seront pas des infirmières, mais qu'elles puissent étudier comme des matrones. Et les maîtresses de la maternelle, vous savez, quand l'enfant est à la maternelle et que la maman est au champ, mais quand la maman rentre fatiguée, au moins l'enfant aurait mangé la bouillie. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de malnutrition dans ma contrée, pas parce qu'il manque la nourriture, mais parce qu'on ne leur donne pas au moment opportun. Tout le soleil, nous sommes sous le soleil pour peu de temps, vous savez ce que ça fait. Mais si l'enfant doit rester toute la journée sous le soleil, l'enfant est déshydraté. Et le soir, ce qu'on a manqué de manger au moment opportun, si on le mange le soir,
on a perdu en termes de quantité et de qualité. Effectivement. Ah oui. Alors, on va terminer. Vous rencontrez quand même des difficultés, hein? Oui, énormes. Oui. D'abord, les difficultés sont d'ordre, je vous ai dit. L'homme ne laisse pas, c'est un partenaire par excellence. Il ne vous laisse pas Vous confirmez aussi que c'est l'homme qui freine un peu la femme, pas nécessairement. Qui freine l'épanouissement de la femme, parce que généralement c'est ce que les femmes disent. Mais je crois que c'est la femme la première qui freine l'autre femme. Okay. Moi, j'ai vécu dans des milieux où j'ai eu l'enthousiasme plus d'hommes que de femmes comme moi. La femme d'ordinaire, elle est d'une jalousie excessive. Mais l'homme, vous n'arrivez pas à vous soutenir entre vous. C'est ça qu'on doit conjuguer. La femme, quand elle voit l'autre émerger, elle ne va pas vers cet autre pour dire comment est-ce que tu as fait. En tout cas, moi j'ai entendu beaucoup de mes collègues hommes me dire Honorable, comment tu fais sans papier. Mais je n'ai jamais entendu d'une femme. Peut-être elles peuvent le dire à mon insu, mais les hommes, même quand on part dans des conférences, je sens que l'homme me porte. Tu vas voir qu'un homme il dit non, Honorable Nkomba mérite. Sur tel point, elle m'a séduit, elle m'a convaincu. Mais souvent, je n'ai pas entendu chez les femmes. Ils peuvent autant vous demander un service d'une façon contournée. Mais vous dites que là, vous êtes meilleur. J'aimerais que on les prend. En tout cas, je n'ai pas eu un peu les gens, les femmes de ma catégorie, les instruites et les évoluées. Mais dans ma contrée, les femmes rurales font constamment ça. En tout cas, vous êtes parmi les femmes dynamiques, il faut le dire, Madame Liliane. Ce qui est bien est bien. Vous êtes parmi les femmes, même quand il faut déposer des motions, ça manque jamais. La motion de Honorable Liliane, ça ne manque jamais. On vous suit, on vous suit. Merci. Alors, on va terminer par cette question. Vous êtes épouse, je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes mère également, vous êtes députée provinciale. Être députée provinciale implique aussi que vous pouvez avoir des réunions dont vous connaissez l'heure du début, mais vous ignorez l'heure de la fin. Alors, au-delà de ça, vous êtes femme entrepreneur, il y a une base que vous devez consulter. Comment vous faites pour vous départager? Je suis stricte avec le temps et l'ordre. Je pense que quand vous êtes venu, j'ai regretté quelqu'un qui vient à l'improviste, mais j'ai fait toujours attention de recevoir ces personnes-là parce qu'elles ont toujours peut-être un problème urgent qu'il faut résoudre. C'est une discipline personnelle et c'est une organisation dans le travail et une planification. Il ne faut pas faire l'amalgame entre le travail et la vie familiale parce que sinon c'est servir d'un côté déséquilibré. Je prends toujours soin d'être réveillée à temps et de planifier ce qui me concerne en tant que femme, de répondre à mon rôle de femme, donc de soutenir la maison, d'aider ceux qui sont à mon service et d'organiser ainsi. Et puis quand il faut faire le travail, là aussi de respecter les heures, les actions et les choses à faire. Je ne fais pas les choses en désordre. Je programme l'essentiel et puis en première position. Si je vois par exemple, comme les cas échéants, s'il y a des cas qui nécessitent que j'ai la force ou l'accompagnement du président. Au lieu d'aller à 10 heures quand les plénières commencent, je me donne le devoir d'aller à 9 heures, je sollicite l'audience et j'explique à mon président. Comme ça, quand je vais passer, on me soutient et je puisse accomplir cette action. Et sur terrain, je prends l'opportunité de planifier, de faire précéder mon équipe et de travailler. Quand on me donne un travail semi-fini et moi j'y vais. À la maison, si je n'ai pas fait quelque chose le matin, je le ferai la veille. Vous allez voir si vous êtes chez moi, la table de déjeuner déjà fait la nuit. On ne laisse pas seulement à l'employé qui est à la maison, même mon fils travaille. Il doit mettre, je dis toujours, si tu pars à l'étranger, qui fera pour toi? Donc on travaille en concorde. Donc tout est question d'organisation. Et de l'esprit de travail. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je ne sais pas si on a omis quelque chose que vous aimeriez peut-être aborder dans cette émission. Non, j'ai eu l'impression que tu étais plus commando que moi-même commando. C'était du tic au tac. Bon. Vraiment. Merci beaucoup, mais vous avez répondu à toutes les questions.
Merci. Et alors. j'espère que nos téléspectateurs, téléspectatrices sont satisfaits. Merci, à la prochaine. C'était un plaisir. Vraiment. Oui. Le plaisir était pour nous. Je rappelle que vous êtes honorable Liliane Komba, vous êtes députée provinciale, élue de Gambov. Vous êtes présidente fondatrice de l'ONG ACD. Vous êtes épouse et mère de famille, femme entrepreneur, femme à plusieurs casquettes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, madame. Merci beaucoup. Merci également à vos très chers téléspectateurs. C'est la fin de votre magazine Grande Dame. Le prochain rendez-vous, c'est pour le mardi. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur HK6 Télévision. Merci.